bataille pour la troisième place. Qui tu vois là du coup Pour moi, c'est une inconnue. Non, non, pour le podium, c'est Hindley, Rodriguez, j'allais dire Simon Yates, Adam, ça me paraît plus compliqué avec son leader Pogačar et Pidcock, Pidcock qui confirme tout son talent. tu exclus quasiment Godu de la course au podium. Désolé de le dire comme ça, mais c'est celui qui a le moins de chance. Déjà une semaine sur ce Tour de France 2023, une très belle semaine. Au vu du parcours, on s'attendait à ce que ça commence très fort, et ça a effectivement commencé très fort. Pardon. Oui, effectivement, bon, on avait un parcours qui se prêtait à des offensives sur le plan du classement général, euh, ce qui, ce qui nous intéressait fortement dans le match Vingegaard-Pogačar, entre autres, et puis pour la hiérarchisation de tous les autres favoris. Donc deux étapes de moyenne montagne qui ont été intéressantes. Puis on a eu de belles arrivées au sprint avec des coureurs qui se sont bien battus. Et puis hier, ben, pour terminer le Puy-de-Dôme, je pense que sur cette première semaine, on pouvait difficilement faire mieux en termes de parcours et des capacités d'avoir une course euh, au sommet avec tous les principaux favoris. On a eu tout ça, et puis on a eu aussi la chance d'avoir Victor Lafay qui est allé chercher une belle victoire d'étape. Donc voilà, donc un beau tour, une hiérarchie qui est peut-être pas trop à l'avantage des Français, puisque hier Gaudu a lâché un peu de l'Est. Bon, il se retrouve à 3 minutes 20 du podium, hein, je parle du podium de Jay Hindley, parce que bon, on va éviter de parler des deux autres pour la place sur le podium. Comme j'ai dit hier, il y avait trois courses, celle de l'échappée, celle de Vingegaard et de Poggi, et puis celle pour une place sur le podium. Donc ça faisait trois belles courses quand même. Mhm. Ah, du coup, le point central de ce Tour de France, c'est bien sûr le duel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar. Il y a 17 secondes là entre les deux après 9 étapes. Qu'est-ce que tu as pensé du duel dans la première semaine? Mercredi soir, on se disait que Vingegaard était supérieur, et puis Pogačar a réagi de suite dès le lendemain, et il a renfoncé le coup hier. Oui, je trouve que leur positionnement à 17 secondes, c'est une chose. Ce qui est important, c'est que d'un jour à l'autre, il y en a un qui va dominer ou être dominé le lendemain, mais ça n'est jamais avec des écarts relativement importants, euh, à part la semi-défaillance de Pogačar. Euh, le reste, on se bat avec quelques secondes. Lequel craquera le premier? Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça va se passer. S'il n'y en a pas un qui, à un moment, met un genou à terre et prend 3 minutes, comme ça avait été le cas l'an dernier dans le Granon, on sera toujours avec des poignées de secondes. Bon, hier, c'était clair qu'à deux bornes de l'arrivée, il n'y allait pas avoir de gros écarts entre les deux. Il y a quand même eu une belle passe d'armes là où là, il y a au moins une chose que tu es sûr, c'est qu'ils sont tous les deux dans la boîte à gants, hein. Tous Mhm. les deux l'aiguille dans la boîte à gants. 8 secondes, comme j'ai dit, 8 secondes, c'est aussi la défaite de Fignon sur les Champs-Élysées. Pour 8 secondes, tout peut se passer. Mais un beau final, toujours, non, non, vraiment très, très, très plaisant. Et comment tu vois la suite de ce duel en deuxième semaine, surtout en troisième semaine avec les Alpes? On a l'impression que Tadej Pogačar a pris le dessus, est un peu rentré dans la tête de Vingegaard.
Est-ce que c'est ton avis? Bah, c'est quand même deux coriaces. Ils vont pas péter le nerf de la tête comme ça du jour au lendemain. Parce que l'avantage est quand même sur Vingegaard aujourd'hui, pas pour les 17 secondes, mais il a une équipe qui est quand même, qu'on le veuille ou non, beaucoup plus solide que celle de Pogacar. Pogacar n'a pas la force de frappe de Vingegaard. Donc, il faut quand même que Tadej il soit très, très prudent. L'autre jour, à chaque fois, il s'est retrouvé tout seul, hein. Dès qu'on monte véritablement dans les efforts max et que là, il y a des choses à jouer, Tadej est tout seul. Vingegaard, il a quand même son petit copain Kuss, euh, qui est quand même septième du classement général en faisant toutes les montées de col en tête, c'est pas mal. Et bah, il est à quelques secondes de David Gaudu au classement général. Imaginons qu'il fasse la course pour lui. À mon avis, il serait dans le top 3 aujourd'hui, quoi. Mais maintenant, est-ce qu'il est capable de faire les mêmes choses en position de patron? Ça, c'est encore une autre chose. Mais bon, je pense que les deux hommes sont armés sur le plan du mental. Avantage Vingegaard au niveau de l'équipe. Ensuite, ça ne faudra pas craquer. Le premier qui met un genou à terre, il est mort. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la Jumbo-Visma est supérieure à UAE, on l'a vu lors de la première semaine. Par contre, certains disent que la Jumbo court très très mal depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu penses de la tactique de course de la formation néerlandaise? Moi, j'ai été assez surpris, et je n'ai pas été le seul d'ailleurs, hein, assez surpris. C'était l'arrivée à Cauterets. Oui, c'est ça, l'arrivée à Cauterets. Hmm. Où tu avais Van Aert qui roulait comme une bête devant. Euh, et derrière, Sepp Kuss qui roulait à fond et toute l'équipe roulait à fond derrière l'échappée. Euh, j'ai pas très très bien compris. Euh, ils ont peut-être euh, ils ont peut-être mésestimé Pogacar, où ils étaient tellement persuadés qu'ils allaient le faire sauter après le Tourmalet. Enfin, déjà dans le Tourmalet, ils ne l'ont pas fait sauter. Et là, ils auraient dû réfléchir. Parce que dans le Tourmalet, tu ne peux pas tricher à partir du moment où tu arrives entre 3 et 4 km du sommet. Et d'ailleurs, tu n'as même pas besoin d'attaquer pour lâcher quelqu'un qui commence à être un petit peu juste. Ça se fait naturellement. La moindre petite accélération et si on n'est pas à ton niveau derrière, c'est mort. Donc à partir du moment où ils ont vraiment bien accéléré, jusque-là, tout était parfait. Mais ensuite, c'est là où ça s'est gâté. C'est quand tu vois que tu ne décroches pas Pogachar, tu passes vite au plan B, quoi. Et le plan B, c'était hop, ok, on laisse l'échapper devant et on va calmer le jeu pour la dernière ascension. Or, au contraire, ils ont continué à armer à bloc. Là, à mon avis, ça a été une erreur qui leur a été fatale d'ailleurs, hein. Parce que Pogacar, ben, il a repris 25 secondes. Euh, ils n'ont pas gagné Vingegaard et Van Aert n'a pas gagné l'étape non plus parce on sait pas après quoi il court. Enfin, bref, c'était pas très judicieux. Et si on prend tous les éléments en compte, est-ce qu'on a vu ces derniers jours, tu pencherais plus là t'étais plus pour Pogacar avant le Tour. Est-ce que tu restes sur ce pronostic ou Vingegaard et son équipe t'a convaincu de changer un peu ton fusil d'épaule? Les étapes de repos peuvent permettre de réfléchir, de remettre en place un fil conducteur au niveau de la course. Pogachar, Pogachar aujourd'hui, il est quand même dans une position assez favorable dans la mesure où il n'a pas d'équipe, c'est-à-dire qu'il n'a plus qu'à suivre Vingegaard. Et si Vingegaard
Il est mou du genou une fois. Pogačar peut le contrer. Donc pour l'instant, Pogačar, il a juste attaqué les dernières ascensions au sommet et de rester très calme sur Vingegaard. Et surtout de ne pas aller chercher le maillot jaune aujourd'hui, quoi. Enfin, dans les étapes qui viennent, il a 17 secondes, qui reste à 17 secondes. Et Vingegaard, sa tactique idéale, ce serait laquelle? Alors, sa tactique idéale, il n'a pas trop de choix, hein. Il n'a pas trop le choix, sauf à considérer enfin, sauf à savoir qui est le plus fort sur le contre-la-montre. Qu'il faut rentrer quand même il faut rentrer dans le programme. Euh, il n'a pas le choix parce que il peut s'enterrer avec Pogacar, c'est pas un problème. Bon, ils ont suffisamment d'avance déjà. Ben oui, si on prend le cinquième, il est déjà à près de 5 minutes, hein. Et en plus, c'est un équipier de Pogacar. Si on prend Gaudu, il est déjà à 6 minutes. Donc, ils peuvent essayer de s'enterrer. Tu ne roules pas. Après, tu fais assurer un faux tempo. Jamais personne de l'arrière reviendra vous reprendre 5 minutes dans une arrivée au sommet. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un match de boxe entre les deux. Alors, le premier qui ne va pas se protéger le foie, il va prendre un coup ou la pointe du menton. Voilà, ouais, c'est intéressant. On a eu déjà par le passé hein, ce genre de course. On l'a eu avec Lemon à plusieurs reprises d'ailleurs, où il était sans équipe. Oui, puisqu'une année, il doit gagner le tour, il n'a qu'un seul équipier à Paris. Je crois qu'il était chez ADR à l'époque. Donc, même en n'ayant pas d'équipe, en courant sur le leader qui ne peut pas compter sur son adversaire pour le contrôle de la course, c'est pas un désavantage d'être à 17 secondes pour Pogacar aujourd'hui. Même en Anquetil Poulidor, on l'a eu ce match en Anquetil Poulidor. Pas que dans le Ventoux, mais à la fin, c'était toujours Anquetil qui gagnait. Alors derrière ces deux champions là qui dominent complètement ce Tour 2023, il va y avoir une très belle bagarre pour la troisième place. Bagarre dans laquelle on espérait voir des Français et malheureusement ça commence à être sérieusement compromis là. Ah, disons qu'on n'a pas marqué des points hier, hein. On n'a pas marqué des points puisque David a été court, Romain Bardet également. Martin a décroché très rapidement aussi. Madoise, bon, bah, lui, il avait fait le boulot jusqu'au moment où il a sauté. Mais pour Godu Bardet, c'est une très mauvaise journée. Parce que devant, vous avez quand même Hindley, Carlos Rodriguez, les frères Yates, Pitcock qui arrive là tout simplement sans faire de bruit. Et puis après, vous tombez sur Godu, Sepkus et Bardet. Il ne faut pas éliminer Bilbao et Bourgman et Landa qui sont encore derrière, mais qui sont déjà beaucoup plus loin. La troisième place, Hindley, Rodriguez et un des frères Yates, parce que si on prend Simon Yates, n'oublions pas n'oublions pas qu'il a perdu 47 secondes avant-hier sur une chute. C'est-à-dire que Simon Yates, il serait seulement à 4 minutes, c'est-à-dire à 1,20 de Hindley. Donc je pense que le troisième du tour, il est plutôt entre Hindley en allant jusqu'à Pitcock, sachant que Pitcock, c'est aussi l'équipier de Rodriguez. Non, c'est pas très bien engagé, hein. D'ailleurs, je pense que David l'a un peu compris, parce que son attitude ou son discours ont un petit peu évolué et ça va pas dans le sens de la confiance. Et au niveau de la Groupama FDJ qui visait le podium avec Godu, là ça commence à être compliqué. Est-ce que des Thibaut Pinot, des Valentin Madoise vont avoir des plus facilement des bons de sortie vu que le leader est la mission podium est compliquée pour le leader maintenant. Euh, oui, mais il faut voir qui part dans les coups, c'est toujours la même chose, mais
Bon, tu peux pas déshabiller Godu des équipiers non plus. Logiquement, que ce soit Madouas ou Thibaut Pinot dans les étapes clés hein, qui vont venir, ils doivent rester absolument à côté de Thibaut. Car on sait très bien que si tu vas dans un coup du départ, quand tu es rejoint par le groupe des leaders, bon, t'espères pouvoir passer un bidon frais, mais tu vas pas prendre un relais de deux bornes. Hein. Et donc là, pendant la bataille pour la troisième place, qui tu vois là du coup, tu avais dit Ben O'Connor. Ben O'Connor a craqué aussi comme Ah ben là, pour moi, c'est une inconnue. ouais, effectivement. Pour moi, c'est une inconnue. Bon, après le Dauphiné qu'il a fait, alors qu'est-ce qu'il a? Il est malade ou je ne sais quoi, mais euh, là, il est absolument pas à son niveau. C'est catastrophique. Heureusement qu'ils ont Félix Gall qui vient se remettre, pas se placer, mais qui revient dans le top 20, 16e. Mais bon, il jouera pas, il peut aller gagner une étape, par exemple. Mais il ne peut plus jouer au classement général. Quoi. Non, non, pour le podium, c'est Inlay, Rodriguez, j'allais dire Simon Yates, Adam, ça me paraît plus compliqué avec son leader Pogačar et Pidcock, Pidcock qui confirme tout son talent et qui se retrouve placé. Ben, il a 35 secondes d'avance, 36. Ah oui, mais plus que ça, 34, 35 secondes d'avance sur Godu. Donc voilà, entre la Il troisième et la est- septième place, tu exclus quasiment Godu de la course au podium. Désolé de le dire comme ça, mais c'est celui qui a le moins de chance. Mhm. On va le dire de façon différente.